Oui, c'est des situations qui sont très difficiles à gérer, je pense, quand on se retrouve devant le fait accompli, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de stress et beaucoup de personnes qui interviennent et beaucoup de personnes à prendre en charge surtout. Et c'est important de pouvoir gérer ces émotions-là à l'instant T pour pouvoir prendre en charge le maximum de victimes et éviter les morts évitables. Damien Perrier, je suis médecin urgentiste au CHU de Montpellier et je suis responsable de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles pour le service de médecine d'urgence. Alors, les PSM pour postes sanitaires mobiles, ce sont des dotations qui sont attribuées par l'État aux établissements de santé qui sont sièges d'un SAMU. Ils représentent des médicaments, des dispositifs médicaux, mais aussi du matériel logistique pour la gestion d'une situation sanitaire exceptionnelle. Il existe plusieurs types de lots PSM, les lots PSM de type 1, pour prendre en charge 25 urgences absolues, les PSM de type 2 qui permettent de prendre en charge 500 urgences absolues, les PSM pédiatriques qui prennent en charge 25 urgences absolues de moins de 10 ans, et il existe en France un seul PSM3 qui représente l'équivalent d'un PSM2 avec des moyens logistiques supplémentaires, qui est géré par le SAMU 94 au CHU Henri Mondor à Créteil. Le rôle des PSM, c'est de pouvoir prendre en charge de nombreuses victimes et on pourrait être amené à l'utiliser en cas d'accident de grande ampleur ou en cas d'attentat par exemple. Et grâce à ces lots, on est en mesure de prendre en charge des victimes adultes et pédiatriques. Mais il faut savoir aussi qu'en cas de risque NRBC, pour nucléaire, radiologique, biologique et chimique, on a des mâles avec des antidotes spécifiques qui nous permettront de prendre en charge ces victimes-là. Dans les 20 dernières années, notre PSM a été déclenché 2 fois. En mai 2006, pour les séismes en Indonésie, nous avons envoyé sur la base aérienne d'Istres la moitié d'un PSM2 pour renforcer du coup à l'international les moyens logistiques. Et plus récemment, sur les attentats du Super U de Trèbes, où j'ai dû accompagner les équipes du SMUR avec un lot PSM 1. Nous sommes partis du coup sur cet événement. Marion Laureau, du coup je suis le pharmacien des urgences adultes et du SMUR du CHU de Montpellier. Et je suis également le pharmacien responsable des postes sanitaires mobiles et référent des situations sanitaires exceptionnelles sur l'établissement. La pharmacie est un point important et indispensable dans la gestion des postes sanitaires mobiles et co-responsable de ces PSM avec les équipes du SMUR et elle participe donc à le rendre opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 car en effet ils doivent être déployables à n'importe quel moment. La pharmacie va permettre de gérer tout ce matériel qui est composé d'une dotation de médicaments, de dispositifs médicaux mais également d'hôtellerie, etc. Et elle s'assure que cette dotation est toujours opérationnelle via les rotations notamment, mais également s'il y a des retraits de l'eau, des changements de marché, etc. On va dire une fois que l'intervention vient d'arriver dans les bureaux des ambulanciers, 15 minutes après on est capable de partir. Frédéric, ambulancier SMUR, est référent radio l'OPSM. Nous, notre rôle d'ambulancier va être relativement simple et très protocolisé, c'est-à-dire que nous, on va récupérer une fiche réflexe. Avec cette fiche réflexe, tout le protocole est établi. Nous allons suivre ce protocole, c'est-à-dire on va récupérer le véhicule correspondant pour la traction des remorques. L'État nous a donné ces véhicules, nous a mis ces véhicules à disposition après les attentats de 2015. Donc c'est un Ford Ranger qui est tout à fait à même de tracter des remorques qui sont très lourdes comme on a derrière nous et qui servent qu'à ces missions. Avoir en sorte qu'une partie de notre dispositif soit projectable 24 heures sur 24 dans des remorques qui sont attelées à des véhicules du SMUR. Et on a également une procédure pour pouvoir charger l'ensemble de notre lot PSM2 dans des camions logistiques. Il faut savoir que l'ensemble du matériel représente plus de 5 tonnes. Dès qu'on a l'alerte sur une situation dans laquelle il peut y avoir de nombreuses victimes, la régulation du SAMU au centre 15 peut décider de déclencher une partie de notre lot. Mais il faut savoir que si c'est l'ensemble du lot PSM2 qui est déclenché, dans ce cas-là, la demande viendra de l'ARS sur une décision nationale. Dans des situations extrêmes, le PSM peut venir également en renfort d'un établissement de santé en soutien logistique si l'établissement de santé n'a plus assez de médicaments, dispositifs médicaux, etc. Le SAMU qui déclenche pour une partie du lot, si c'est l'ensemble du PSM2, dans ce cas-là, c'est une directive nationale avec l'ARS qui relaie l'information. Bonjour, je suis donc Émilie Pralombardo et je suis directrice qualité et sécurité du CHU de Montpellier et aussi directrice pour la gestion de crise. Alors, le premier atout du CHU de Montpellier, c'est d'être un CHU. Donc, le CHU de Montpellier est identifié comme un établissement
de première ligne par les autorités compétentes pour intervenir auprès des victimes en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Le CHU est identifié comme un établissement de première ligne parce qu'on dispose d'une structure d'accueil des urgences, on dispose de blocs opératoires qui sont ouverts H24, on a des soins critiques et on a beaucoup de services qui sont dotés de missions d'expertise très larges qui sont capables de répondre à une crise. Donc, grâce à tous ces atouts, l'établissement doit se préparer pour faire face à une crise et pouvoir mobiliser immédiatement les moyens qui seraient nécessaires pour faire face à la crise, avec des mesures graduées selon la nature de la crise, le lieu de la crise, sa durée potentielle, le profil des victimes, qui permet de répondre aux différentes situations. Puisque cette crise, elle peut être de deux ordres. Elle peut être une crise en interne qui touche directement l'hôpital, comme on l'a connu quand il a neigé très fortement en février 2018 ou comme on l'a connu pendant l'épidémie de Covid, puisque depuis février 2020, on a été très fortement sollicité pour faire face à cette crise. Mais ça peut aussi être une crise en externe, une crise qui se situe hors des murs de l'hôpital, mais qui nécessite que l'hôpital se mobilise pour les victimes, qui seraient en très grand nombre. Et donc une crise qui nous permettrait d'intervenir à l'appui des victimes et de la population. Alors effectivement, il y a plusieurs types de crises externes qui doivent être anticipées. Au niveau national, il y a une classification qui existe avec 5 grands types de plans d'urgence qui nous sont demandés. Le plan à ma vie, qui est la nécessité de faire face à un afflux massif de victimes en cas d'attentat, en cas de très gros accidents par exemple. Il y a le plan médico-psy qui vise à apporter une aide à des personnes qui auraient été impliquées dans un événement grave et qui seraient traumatisées, mais plutôt sous l'angle médico-psychologique. Il peut y avoir le plan épiclim qui concerne les différentes épidémies connues et assez classiques. Par exemple, la bronchiolite qu'on connaît chaque hiver fait partie de ces plans, ou un plan climatique en cas de forte canicule ou d'épisodes neigeux ou d'épisodes cévenol pour ce qui nous concerne. Le 4e volet, c'est le plan NRC, qui doit nous permettre de faire face à des risques nucléaires, radiologiques ou chimiques. Et le 5e grand volet, c'est le plan qui s'appelle REB, pour risque biologique, et qui nécessite qu'on se prépare face à une épidémie émergente ou très peu connue, type le choléra ou Ebola, qui sont des épidémies qu'en France on connaît peu, mais auxquelles on pourrait être exposé. Donc pour chacun de ces plans, le CHU doit établir un projet médical de crise qui lui permet non seulement de faire face à la crise selon ce qu'elle est, mais aussi de garantir la continuité des soins qu'on accueille en permanence et qui sont soit présents sur site le jour de la crise, soit programmés dans les jours qui suivent et pour lesquels il faut qu'on s'assure de répondre malgré tout à leurs besoins, même si on est en situation de crise. Donc, dans ce contexte-là, pour chaque type de crise, il faut prévoir les circuits qui permettent d'organiser la prise en charge médico-soignante pour la crise et pour les patients non concernés par la crise, mais aussi tout ce qu'on voit moins facilement, c'est-à-dire la réponse aux besoins logistiques, tout ce qui est équipement, matériel à mettre à disposition, organisation à revoir, tous les besoins pharmaceutiques, parce qu'on ne soigne pas les patients sans un équipement et ou des médicaments qui sont adaptés, toute la signalétique pour pouvoir organiser les choses différemment, l'accueil des personnes qui sont impliquées éventuellement dans la crise, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément de blessures physiques, mais qui sont peut-être traumatisées par la crise ou la situation qui se présente et qu'il faut accompagner au plan médico-psychologique, et puis l'accueil des familles et des proches, évidemment, qui risquent d'affluer à l'hôpital dans ce type de situation. Ce qui est très important aussi, c'est de réfléchir à l'avance aux informations qu'on donnerait, à la fois à toutes nos équipes du CHU, mais aussi aux autorités compétentes et à la population pour essayer de la guider dans les bonnes réactions à avoir selon le type de crise auquel on serait confronté. Alors, toute la maintenance du lot PSM est sous la responsabilité de l'établissement de santé et sous la responsabilité plus spécifique du pharmacien référent et du SAMU. Donc, mon rôle en tant qu'urgentiste, c'est de travailler en binôme avec Dr Leroux, la pharmacienne référente des situations sanitaires exceptionnelles, pour la maintenance de ce lot PSM. Et en effet, on travaille en collaboration pour assurer la maintenance ensemble avec les équipes du SMUR, ce qui fait que les équipes du SMUR adultes et pédiatriques participent à la maintenance avec les rotations
dotation, ils mettent en place les nouveaux outils qu'il peut y avoir dans le PSM également, ce qui leur permet d'avoir une bonne connaissance des mâles, une bonne connaissance de l'organisation, et ça c'est essentiel parce que si un jour on est amené à être déployé, il faudra avoir une bonne réactivité de la part du personnel, et on essaye de former justement toutes les équipes SMUR à être à l'aise avec ça, en faisant des entraînements réguliers, où on monte la tente du PMA pour le poste médical avancé, on organise la pharmacie à l'intérieur, et des simulations pour essayer d'être plus à l'aise. J'organise 2 fois par an des ateliers de montage du PMA avec organisation de la pharmacie. C'est des ateliers qu'on essaye d'être pluridisciplinaires à destination des médecins, mais des agents du SMUR, des infirmiers, des ambulanciers, de la logistique, également de la pharmacie, des assistants de régulation médicaux du centre 15, des agents des urgences, du SMUR pédiatrique, du CESU pour la formation. Donc moi j'organise ça 2 fois par an. Et les ambulanciers organisent des manœuvres régulières pour sortir le matériel, s'habituer à conduire avec les remorques, connaître le matériel à l'intérieur des mâles. Alors ce dispositif peut être utilisé dans le département de l'Hérault, mais également il peut être déployé en dehors du département, notamment dans la région Occitanie, puisqu'on a travaillé à un réseau collaboratif de prise en charge des situations sanitaires exceptionnelles sur le plan régional, mais également dans la zone de défense, voire sur tout le territoire ou même à l'étranger si besoin. Dans un deuxième point, la pharmacie a un rôle important parce que dans les procédures de l'ARS, le pharmacien référent des situations sanitaires exceptionnelles est déployé en cas d'événement avec son PSM pour pouvoir le gérer sur les lieux de la catastrophe et aider les équipes du SMUR et les soignants avec cette dotation, car il a une bonne connaissance de la dotation, du matériel disponible, mais également il va pouvoir les aider sur place. Nous, on a mis en place notamment certaines procédures de déploiement au niveau de la pharmacie des postes médicaux avancés. Et nous travaillons en collaboration du coup avec les équipes du SMUR. Les dotations de PSM en France, c'est une dotation standardisée, c'est-à-dire que l'ensemble des PSM de France sont identiques en composition. C'est-à-dire que le PSM 1 de Nîmes ou de Montpellier, le PSM 2 de Toulouse, Marseille, Nice ou Montpellier sont identiques si on ouvre la malle A6 de n'importe quel lot A, il y a le même contenu, ce qui permet facilement du coup d'utiliser ce matériel en dehors de notre établissement par d'autres équipes en renfort sur le département ou même sur la région, voire plus loin si besoin, car c'est une composition, une dotation qui est un listing national. Nous, on applique la réglementation de Santé publique France qui nous envoie des dotations qui est standardisée. On a fait un choix de faire la rotation 3 fois par an, donc en février, en juin et en octobre, ce qui nous permet également d'avoir un turnover important de l'ensemble du matériel, parce qu'il faut savoir que la dotation du PSM, il y a plus de 2000 références de produits. La rotation, ça nous permet de changer toutes les périmées dans l'année, et ça nous permet surtout, au vu du contexte actuel, d'éviter les pertes. Tout ce que nous enlevons qui périme dans l'année, nous allons les réintégrer au circuit hospitalier afin de les réintégrer dans ces services de soins de l'hôpital qui vont avoir la possibilité, qui les utilisent quotidiennement. Ça évite les pertes. Et en fait, on a fait une étude récemment dans les années précédentes où on a montré que sur 2 ans, grâce à ces rotations de ces périmés qu'on réintégrait dans notre circuit hospitalier, nous avons pu faire des économies de plus de 35 000 €. Alors après, proprement dit, comment s'organise la rotation? Grâce à un fichier Excel pour lequel je vais sélectionner tous les produits que nous devons changer parce qu'ils périment dans l'année. Ce tableau Excel, je le retravaille, je l'envoie aux préparateurs référents des PSM et des situations sanitaires exceptionnelles qui sont basés sur la pharmacie Euromédecine. Et c'est eux qui ont la mission de me préparer tout ce matériel pour le jour de la rotation. Et ils font un travail colossal parce qu'ils font en sorte que chaque référence ait la même date de péremption et surtout, ils me sélectionnent des dates de péremption assez lointaines pour qu'on qu'on ne soit pas constamment en train de changer les mêmes produits. Après, une fois que cette dotation est prête, quelques jours avant le jour J, nous la recevons au local du PSM et en binôme, souvent avec un médecin de l'équipe SSE, nous préparons cette rotation pour que le jour J, l'ensemble des équipes pharmaceutiques, logistiques et pharmacie puissent opérer
et de ces changements de mal le plus rapidement possible et de manière le plus efficiente. Maintenant, avec le SMUR, on a une collaboration étroite sur la gestion des PSM. En effet, le SMUR est très disponible pour toute intervention, quelle qu'elle soit, quand il y a eu des retraits de l'eau, parce que quand même, il faut savoir que nous, on a des lots qui sont déjà armés dans des remorques, donc en cas de retrait de l'eau, je n'y ai pas accès seul. Donc le SMUR est toujours très opérationnel et très rapide dans cette réaction-là. Ils viennent m'aider pour ces changements-là. Puis en vrai, les équipes du SMUR adultes et pédiatriques sont présents le jour J des rotations. Ils viennent en nombre, ce qui nous permet d'appréhender plus facilement ces rotations qui sont quand même conséquentes, parce qu'il y a beaucoup de solutés à changer, beaucoup de matériel. Et en plus, je pense que pour le SMUR, c'est une vraie plus-value de participer à ces événements, même, on va dire, chronophages, logistiques, parce que ça permet de manipuler cette dotation qui nous sort quand même très peu et qui les familiarisera si le jour J, en temps réel, nous avons besoin de les utiliser pour connaître un petit peu ce qu'il y a dans les malles, comment elles sont organisées, etc. Et après, il y a un deuxième point et on a une forte collaboration en cas d'événements catastrophiques où on serait déployé. On travaille ensemble, SMUR et l'équipe pharmacie au niveau du poste médical avancé pharmacie, sur la gestion de cette pharmacie du poste médical avancé, sur la réalisation, par exemple, nous on a fait le choix de réaliser des kits en temps réel pour la dispensation du matériel aux soignants qui prennent en charge les victimes. Donc ça, c'est vraiment une articulation qu'on fait avec les ambulanciers, les infirmiers du SMUR au niveau de la pharmacie du PMA et qui est coordonnée un petit peu aussi par le pharmacien qui sera déployé avec le PSM. Donc, en cas de crise qui serait détectée, si le CHU est informé d'une situation particulière, selon les informations que l'on connaît à ce moment-là, sur le nombre de victimes, leur profil, le lieu de la crise, le type de blessure, la cellule de crise du CHU de Montpellier est déclenchée par le CHU. Et à ce moment-là, après analyse des premières informations connues avec des experts médicaux, soignants et sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, la direction générale peut décider ou pas de déclencher le plan blanc en cellule de crise. Donc, pour donner des exemples, des indicateurs qui peuvent nous être utiles, c'est en préhospitalier sur le terrain, le type d'événement, le nombre approximatif de victimes et leur gravité, l'adresse du sinistre, les actions qui sont déjà identifiées et la première estimation des secours sur place sur leurs besoins de renforts médicaux, équipements, etc. Donc ça, ce sont sur les indicateurs qu'on peut obtenir en préhospitalier. Et en interne, tout de suite, la cellule de crise demande un certain nombre d'informations sur le nombre de patients qui sont présents dans les secteurs qui vont être mobilisés pour la crise, notamment les urgences, les soins critiques, les blocs opératoires et les services qui ont vocation à accueillir ces patients, puisque pour accueillir les patients concernés par la crise, il faut que le CHU organise le redéploiement des patients vers d'autres secteurs, puisque nos urgences ne sont jamais vides et que le jour de la crise, il faudra qu'on s'assure que les patients déjà présents puissent être orientés vers les bons secteurs qui les prendront en charge correctement le temps qu'on se mette face à la gestion de la crise. Comme tout établissement de santé, le CHU de Montpellier a depuis plusieurs années un plan dit plan blanc, puisque c'est le nom qui lui est donné au plan national. Donc ça fait plusieurs années qu'on a ce plan et qu'on le met à jour régulièrement en fonction des changements géographiques de services ou de l'évolution des prises en charge ou de l'évolution des menaces auxquelles on est confronté. Donc là, les dernières consignes nationales, elles ont été revues en mars 2024 par le ministère de la Santé. Et dans le même temps, l'Agence régionale de santé anime depuis plusieurs mois maintenant des groupes de travail qui intègrent nos professionnels pour définir sur la base des consignes nationales quelles sont les directives régionales auxquelles il faut que nous répondions. Donc sur la base de ces plans régionaux qui sont définis avec nos experts sur les différents volets, on est en train de travailler à la mise à jour de notre plan blanc, dans lequel on intègre aussi, c'est important, les leçons qui sont tirées d'expérience. C'est-à-dire qu'au-delà des consignes qui nous sont données au plan national ou régional, le CHU s'appuie sur ses expériences passées, sur d'autres crises passées, pour ajuster au fur et à mesure ses organisations en tenant compte du retour d'expérience qui nous a été donné par la population ou par les professionnels. Donc pour ça, on a mis en place un comité de pilotage, situation sanitaire exceptionnelle, qui rassemble la CME, la direction générale, un certain nombre d'experts, médecins et soignants parmi nos professionnels, des pharmaciens, et la plupart des directions. Et donc avec l'ensemble de ces acteurs, on rebalaye nos plans existants pour les mettre à jour et ajuster les organisations de façon à être prêts en fonction des nouvelles consignes qui sont données dans ces guides. Donc là, nos premiers travaux, ils concernent le plan afflux massif de victimes. Et début juillet, nous pourrons discuter sur la base des propositions de nos acteurs, notamment des urgences et des soins critiques, une première version du plan à ma vie qu'on discutera fin juillet pour qu'il soit validé en suivant par l'ensemble des acteurs et qu'il puisse être mis en œuvre en suivant.
Bien sûr, alors effectivement, au sein de la cellule de crise, qui peut être d'une taille plus ou moins grande selon la nature de la crise et les besoins d'experts qui se posent, on est un grand nombre de fonctions représentées, évidemment la direction générale et la commission médicale d'établissement. L'ensemble des directions sont généralement mobilisées, mais ce qui est surtout très important, c'est que la cellule de crise puisse s'appuyer sur les avis médico-soignants qui nous permettent d'estimer mieux le besoin auquel on doit répondre. Et au sein de la cellule de crise, l'organisation nationale prévoit qu'on mette en place un référent qui est chargé de l'organisation médicale opérationnelle et qui est confié à un médecin qui s'appelle directeur médical de crise, qui est identifié à l'avance, qui est formé, qui est nommé sur cette fonction. Donc en général, c'est un médecin qui est plutôt expérimenté et qui a une pratique de la médecine d'urgence, qui est formé et qui a montré une aptitude au commandement opérationnel en situation de crise, parce que c'est vraiment très important, avec, selon le guide national, des compétences qui sont importantes sur cette fonction de directeur médical de crise. C'est la très bonne connaissance, évidemment, de la gestion préhospitalière pour comprendre vite ce que demande le terrain, mais aussi de l'aide médicale d'urgence telle qu'elle est organisée habituellement, de l'organisation hospitalière évidemment, et puis aussi des principales mesures de gestion des risques selon qu'ils sont épidémiques, selon que c'est de la traumato-d'urgence, selon que c'est un risque NRBC, pour pouvoir apporter les bonnes réponses. Et donc l'établissement, le CHU, doit nommer un directeur médical de crise, en fait plusieurs, pour s'assurer qu'il y en ait toujours un qui soit disponible en cas de crise. Et ensuite, ils s'organisent entre eux pour que dès que la cellule de crise est déclenchée, immédiatement, un directeur médical de crise soit mobilisé pour rejoindre la cellule de crise. Et donc, au sein de la cellule de crise, ce directeur médical de crise, il assure le pilotage opérationnel de la réponse médicale. Il s'assure que l'ensemble des professionnels mobilisés se coordonnent correctement entre eux tel qu'on l'a prévu et il s'assure surtout qu'on optimise le parcours du patient en lien avec la direction générale et la présidence de la CME qui, eux, sont chargés de prendre des décisions et qui ont vraiment besoin de pouvoir s'appuyer sur ce relais médical opérationnel en cellule de crise. Ça permet, par ailleurs, sa présence en cellule de crise permet aux médecins présents sur site de la crise quand c'est une crise extérieure, qui sont directeurs des secours médicaux, d'avoir des relais qui les comprennent immédiatement et de les décharger de cette remontée d'informations à l'ensemble de la cellule de crise qui peut prendre beaucoup de temps quand on est sur le terrain et pas toujours arriver au bon moment. Donc un relais extrêmement important pour que la cellule de crise dispose de tous les éléments médicaux et soignants dont elle a besoin pour décider en connaissance de cause. Donc parce que ces situations sanitaires exceptionnelles sont des périodes de crise qui nécessitent des prises de décision rapides et une très grande réactivité de nos actions et de nos organisations, c'est vraiment important que ces plans soient définis à l'avance et qu'on les partage largement. Autrement dit, qu'on informe et qu'on forme les équipes et l'ensemble du CHU grâce à des formations, mais aussi grâce à des exercices réguliers. Et ici, c'est vrai que c'est important qu'on le propose aux acteurs de se former et de s'entraîner. On l'a vu notamment les exercices où les acteurs s'entraînent à monter la tente du poste médical avancé qui serait déployé sur le terrain en cas de crise. C'est ce type d'exercice qui permettent aux gens de s'approprier les bons réflexes pour réagir rapidement et correctement en cas de crise. Et ce type d'exercice, c'est ça qui m'intéresse, illustre très bien ce qui nous permettra de réussir en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Ça montre bien l'importance d'un travail d'équipe et d'équipes pluridisciplinaires, puisqu'on le voit, sont mobilisés les urgences, la pharmacie, des bénévoles extérieurs au CHU, les professionnels des soins critiques, les experts techniques et logistiques du CHU et tant d'autres. Et on voit l'enjeu de cette pluridisciplinarité qui nous permet de répondre correctement. Et puis ces exercices, ils permettent aussi un travail d'équipe entraîné, où ensemble, les gens apprennent et où les équipes savent qu'elles peuvent apprendre de leur expérience. Et sur la base des débriefings qu'on fait après chaque situation d'exercice ou de crise, ça nous permet aussi d'ajuster nos plans et d'ajuster les organisations prévues pour que le jour J, on soit prêt le mieux possible. L'actualité ces dernières années nous a montré qu'il y avait de plus en plus de situations sanitaires exceptionnelles avec de nombreuses victimes. Évidemment, c'est des situations qui sont très chargées en émotions, très chargées en stress, donc on se prépare à la gestion de ces situations tout en espérant ne jamais avoir à mettre en place justement toutes ces procédures sur lesquelles on travaille. Mais c'est très important que les équipes du SAMU, du SMUR, des urgences se préparent à ce genre de situation parce qu'on pourrait être amené à être déployé dans ce cas-là. Donc vous le voyez, la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, ça suppose quand même un très gros travail d'anticipation, de préparation, de formation et d'actualisation régulière.
Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est l'esprit de solidarité incroyable qui se manifeste à chaque fois dans ces situations. Et moi, j'ai en mémoire, depuis que je travaille au CHU, 2016 maintenant, plusieurs situations, plus ou moins graves, de crise, où à chaque fois, j'ai été marquée par l'incroyable mobilisation de chacun et de tous pour offrir la meilleure réponse à la crise, quelle que soit la nature de l'action. Chacun voulait pouvoir contribuer et aider. Et à titre personnel, c'est exactement cet esprit d'équipe et la solidarité qui me rappelle pourquoi je suis aussi attachée à l'hôpital public et particulièrement à le préparer à faire face à une situation de crise avec tous ceux qui pourront prendre en charge les victimes ce jour-là.